Bonjour, notre intervention intitulée aujourd'hui Communication et conflit. La communication dans ses nombreuses composantes expressives, déclaratives, cognitives, informatives, argumentatives participe au développement du conflit comme elle est un moyen de délimiter ou de détendre celui-ci et de le décrire et de le révéler et de le gréver ou de le résoudre. Pour qu'un conflit existe dans un autre ordre d'idées, il faut un minimum de coopération entre acteurs. Ne serait-il ce que pour que le parti identifie le conflit selon un vie subjectif ou objectivé, se combattre ou procéder à sa résolution. La communication constitue une sorte de nœud entre le conflit et la coopération. Si les modalités d'expression d'un conflit diffèrent d'une culture à une autre, d'un contexte à un autre, le conflit existe en tant que tel à partir du moment où il y a relation. Conflit de situation ou conflit de personnes. Et la communication est le moyen pour le protagoniste de conférer à leur relation une certaine stabilité dans le partage de la connaissance de conflit, même s'il s'agit pour eux de se détruire. À l'inverse, il ne peut y avoir conflit entre acteurs qui s'ignoraient, refusant de communiquer et s'excluant les uns les autres, jusqu'à s'éloigner définitivement, ce qui d'une certaine manière éteint leur conflit. Pas de communication, pas de relation, pas de conflit. Il se peut très bien qu'il existe conflit, ne serait-ce que dans l'appropriation des ressources, soit directement, soit indirectement, même dans des distances ou des décalages de temps considérables, sans que les acteurs en aient la moindre conscience. La communication qui n'est pas à communication entre acteurs, notion récente, n'exclut pas qu'ils communiquent en réalité, même s'il s'agit d'une communication faussée qui mène à l'impasse, volontairement ou involontairement, par insuffisance de référents culturels communs, par exemple. C'est valable autant que pour les personnes exclues forcées, exclusion du territoire, éloignement que pour le groupe, séparation après scission avec implantation dans des territoires non reliés à travers les époques. La communication constitue le moyen pour les acteurs de voler l'usage de la parole et de l'écrit participe de l'évolution de civilisation. La nouveauté actuelle réside dans le développement d'outils de communication véritables, médiateurs entre acteurs qui tendaient à substituer à la communication directe selon des modalités qui orientées dans des directions bien précises et tout à fait différentes la circulation des informations. Plusieurs aspects existants indépendamment ou liés, on peut donc distinguer plusieurs aspects sur cette liaison entre communication et conflit. La communication minimum est nécessaire à l'extérieur à l'existence du conflit. La communication peut atténuer ou aggraver le conflit. La communication permet l'expression et la résolution du conflit. Tout réside dans ce qui est communiqué dans une sorte de jeu de la vérité et du mensonge ou du non-dit, où les stratégies des acteurs orientées à la fois le contenu et les modalités. L'ambivalence de la communication. Eric Dacheux indique bien cette profonde ambivalence de la communication. Je cite Eric Dacheux. En effet, on peut soutenir avec raison qu'elle est partout, dans nos foyers, sur nos lieux de travail, dans nos associations, etc. Qu'elle touche tout le monde, bébés, vieillards, riches, pauvres, occidentaux, orientaux, etc. Qu'il y ait un effet social total, elle concerne aussi bien la culture que la politique ou l'économique. Mais à l'inverse, on peut tout aussi bien arguer que la communication n'est nulle part. Les familles se disloquent, les entreprises deviennent des marchés internes, des milliards d'individus n'ont pas accès à l'électricité et se trouvent exclus de réseaux mondiaux de la communication, tandis que les autres échanges de pseudo euh,
pseudo à des kilomètres de distance, mais connaissaient leurs voisins, etc. Sur les enjeux de la communication, il ajoute alors société de communication ou société d'une communication difficile de trancher. En tout cas, si l'on veut restituer à la communication toutes ses caractéristiques contradictoires. Par contre, ce dont nous sommes certains, c'est qu'il n'y a pas de société moderne ou traditionnelle sans communication. La communication a toujours existé simplement, elle n'a pas toujours été interrogée. Si elle est tant présente aujourd'hui, si c'est principalement dans deux raisons. La première est une visibilité sans précédent. Les médias jouent un rôle central dans la vie politique. Les nouvelles technologies de communication via les sciences et les loisirs marquent profondément nos cultures, les industries de la communication informatique, de télécommunication, divertissement culturel, publicité et la communication marketing sont des enjeux centraux de la vie économique à l'heure de la globalisation et de la montée d'un capitalisme immatériel. La seconde est une difficulté croissante à communiquer avec l'autre dans une société où l'épanouissement personnel est une valeur centrale et tout le réseau planétaire de communication nous conforte à l'autre sans que nous partageons ce code culturel. Sa rencontre devient paradoxalement plus difficile, voire dangereuse. C'est pourquoi, en dehors de la compétition économique, le premier enjeu de la communication, alors autour duquel était organisé essentiel, est celui de la construction et de la destruction du lien social, c'est-à-dire de la guerre et de la paix. En effet, la plupart des outils de communication, qu'ils soient anciens ou modernes, du télégraphe optique ou Internet, en passant par les satellites censés rapprocher le peuple, ont en réalité été conçus à des fins militaires. Plus généralement, si on replace la question des outils dans une vision plus anthropologique, on s'aperçoit que la communication peut tout à la fois participer à une certaine pacification de mœurs, résoudre le conflit par la négociation plutôt que par la force, mais aussi jouer un rôle actif dans le développement de conflits, manipulation en Irak, appel à la haine en Rwanda, etc. Plusieurs formes de communication. Philippe Breton et Serge Broulx distinguaient plusieurs formes de communication selon leur modalité de fonctionnement et selon leur contenu. Différents moyens de communication sont utilisés comme le geste, la parole, l'image, l'écriture, la musique. Ces moyens se déployaient à leur tour grâce à de multiples supports de communication comme les livres, le téléphone et le courrier électronique. Supports et moyens de communication permettaient à la parole humaine d'être transportée vers l'autre, vers l'auditoire, vers des auditoires. Dans ce sens, la communication est bien comme le disait Robert Escarpit dans 1976, dans sa théorie générale de l'information et de la communication, un cas particulier de transport. Mais avant même d'être transportée, la parole est mise en forme dans des genres distincts adaptés aux circonstances et à ce que l'on a à dire. Le genre argumentatif, expressif, informatif, constitué de genres bien distincts de la communication, genre qui ne se sont mis que tardivement dans l'histoire, jusqu'à spécialiser entièrement, jusqu'à faire l'objet chacun d'êtres d'art et de sciences. La rhétorique antique, par exemple, s'éloigne de sa fonction argumentative, des faits des événements politiques, de l'institution de l'Empire romain notamment, et se dégage progressivement un genre expressif qui se spécialise ensuite dans le théâtre, le roman et la littérature. L'approche historique permet de se rendre compte que l'être humain n'a pas toujours communiqué de la même façon et qu'il y a sinon des progrès, de moins des évolutions importantes de ce point de vue. Savoir informer avec précision, on s'est dégagé de toute subjectivité ou de tout désir de défendre un point de vue. C'est imposé progressivement comme une possibilité de communication qui a été
probablement étrangère aux êtres humains d'une autre période historique. Parler de soi aux autres, ce que nous faisons couramment en parlant de soi comme d'un être unique, est une pratique de communication d'appropriation historique. Elle est aussi récente. Argumenter pour convaincre, se mettre ensemble pour prendre une décision collective dont les attendus seront entièrement contenus dans le point de vue des individus qui s'affrontaient spécifiquement dans le débat apparaît comme une incroyable nouveauté avec aux yeux de ceux que la pratiqué pour la première fois comme les habitants d'Athènes, par exemple. Euh, Prendre la parole, parler à un public constitue un pouvoir jusqu'à là réservé à des autorités politiques et religieuses lesquelles transmises héréditairement la plupart du temps. Ligne de rupture anthropologique qui va transformer en profondeur nos pratiques de communication ne dépend pas directement de la communication elle-même. Si nous communiquons comme nous le faisons aujourd'hui, c'est parce que c'est imposé progressivement l'idée que le centre de la société, sa valeur essentielle, son axe principal était l'individu. Cette évolution concerne surtout les sociétés occidentales. De nombreux problèmes culturels découlent de degrés très différents d'individualisation dans les sociétés. Lors des rencontres entre sociétés occidentales et les autres, nombre de difficultés de communication proviennent en profondeur de conceptions très différentes de l'individu d'une civilisation à l'autre. Non que l'évidence biologique diffère d'une société à l'autre, mais le lien social ne se fait pas toujours d'individu à individu, mais de groupe à groupe, ce groupe pouvant aller de la famille, tout de même vaste, à la communauté encore plus importante. Les sociétés modernes, les auteurs parlaient de sociétés occidentales ou occidentalisées, sont des sociétés individualistes, au sens fort des termes, des sociétés globales composées de gens qui se considéraient comme des individus, comme le dit Louis Demont dans son livre sur l'individualisme et une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne, 1991. La communication sous les formes modernes que nous le connaissons et l'activité de cet individu-là, sujet autonome, l'activité de communication finit par devenir l'essentiel de du lien volontaire qui unit les hommes entre eux dans une société de moins en moins holiste. Cette évolution s'accompagne d'une intention de communiquer et surtout de communiquer de telle ou telle façon. Nous passons en effet les uns avec les autres de contrats de communication implicites lorsque nous parlons aux autres que de la communication fonctionne bien. Nous leur indiquons en permanence le genre de communication que nous empruntons. Cela est une description informative. Ce que je veux dire est un point de vue, c'est ma façon personnelle de voir les choses. Le docteur d'État en sciences de l'information et de la communication, professeur à l'université au centre d'enseignement du journalisme et le docteur en sociologie, professeur à l'école des médias et de l'université, directeur de recherche de groupe et observation des usages et de culture médiatique, expliquait ensuite que le problème commençait le plus souvent lorsqu'il y a une rupture volontaire au nom de ce contrat implicite. Lorsque, par exemple, on fait une description présentée comme objective et neutre, alors qu'elle cache des éléments essentiels, systématisés et volontaires, cette pratique s'appelle des informations. Ou encore, lorsque prétendant présenter des arguments pour convaincre, on n'utilise que le ressort d'une séduction qui s'adresse aux sentiments aussi ainsi, comme le disait Aristote, en dehors de la cause. Dans ce cas, il s'agit de la manipulation, ou encore lorsque, utilisant tout le ressort de la communication expressive, alternant séduction perverse et harcèlement moral, on tente de détruire l'autre dans son identité. La confusion de genre.
La spécialisation de genre de communication a fait naître un nouveau problème dans le champ de nos pratiques de communication qui ne connaissaient sans doute pas les anciens. La confusion de genre, l'individualisme implique la liberté et la liberté, la responsabilité. L'éthique en communication n'est pas une donnée abstraite et un supplément moral, elle est au cœur même des pratiques de communication. Elle est une question que tout publicitaire, tout journaliste, tout décorum se pose à chaque instant, ou plutôt comme nous le pensons, devra poser. Chaque genre de communication connaît ses dérives propres, souvent liées à la confusion de genre. Cette confusion étant souvent dans la communication commerciale, la communication économique et la communication politique, utilisée stratégiquement. À partir du moment où très souvent à notre époque, la communication entre deux, dans le cadre de stratégie politique ou économique, l'objectif n'est pas l'expression des idées, euh, la présentation des informations, mais l'argumentation avec l'utilisation de fonctions expressives, informatives. Elle n'est plus cet échange que dans la distinction de genre, fait avancer la situation de tous les acteurs, fait progresser de leur point de vue vers des relations de coopération. Elle perd à la fois la vertu informative et la vertu expressive. Cette perte ne peut entraîner dans une dialectique sans fin de mensonges, une aggravation de conflits, même si dans un temps court, certains acteurs peuvent y trouver leur compte. En moyen et long terme, la communication avec l'objectif de vendre ou de contraindre à accepter des injustices finit par devenir l'objet de toutes les suspicions entraînant dans le sillage de ces développements, notamment de masse, la création de nouveaux conflits. Voilà, notre intervention intitulée Communication et conflits est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.